On va tout de suite recommencer vu qu'on a pris un peu de retard. Je vais vous présenter Olivier Alévi qui va prendre la parole en premier. Alors Olivier Alévi est maître de conférence en langue française à l'université Sorbonne Nouvelle. Ses travaux portent principalement sur la poésie, sur la poétique et sur la stylistique de la seconde moitié du XVIe siècle, mais il est aussi spécialiste de beaucoup d'auteurs et il est notamment un fin connaisseur de Rabelais. Il a d'ailleurs travaillé sur la langue du quart-livre pour la collection Atlangue il y a 6 ans, je crois. Sa communication s'intitule « La réflexivité dans Gargantua ». Alors, il va vous demander peut-être si le micro est nécessaire, je ne sais pas. S'il pleut, il est clairement nécessaire, sinon je ne sais pas. Est-ce que vous m'entendez comme ça? Oui? Alors peut-être pour la vidéo, ce serait encore mieux avec le micro. Ok. Eh bien, on va faire avec le micro. Alors, je remercie les organisateurs de m'avoir convié à cette journée. Et je commence par une petite rectification. J'avais envisagé d'étudier la réflexivité dans son ensemble. Et je me bornerai en fait à étudier certains passages réflexifs et plus particulièrement le dispositif d'encadrement de Gargantua. Donc j'ai restreint un petit peu le sujet, mais j'espère, comme vous le verrez, qu'il n'en est pas moins intéressant. Alors, Gargantua possède un dispositif d'encadrement plus complexe que celui de Pantagruel. Donc Pantagruel s'ouvre et se ferme sur la voix du narrateur bonimenteur. Donc le prologue est assumé par le narrateur et à la fin du livre, il revient « Or, messieurs, vous avez ouï un commencement de l'histoire horrifique de mon maître et seigneur Pantagruel. Ici, je ferai fin à ce premier livre, etc. » Donc le roman est encadré par cette voix du narrateur bonimenteur. Ça se clôt clairement et harmonieusement. On ne retrouve pas ce dispositif dans Gargantua. Il y a un dispositif d'encadrement, notamment thématiquement. On voit bien que le livre s'ouvre et se ferme sur la question de l'interprétation. Le prologue, disons, met en œuvre une interprétation fictionnalisée autour de la question de l'interprétation. Et le chapitre 58 présente les lectures opposées que font Gargantua et Frère Jean de l'énigme en prophétie. Donc il y a une unité comme ça thématique qui encadre le livre, mais cette unité en fait ne se situe pas au même niveau, puisque d'un côté on a le narrateur, de l'autre on a les personnages, ne portent pas sur les mêmes textes. Le narrateur porte donc sur Homère et sur son propre livre, alors que les deux personnages s'intéressent à l'énigme en prophétie. Et donc voilà, différence de plan énonciatif, différence d'objet, et on a aussi, à cet écart, s'ajoute un dédoublement, dans la mesure où le chapitre 58 et son énigme renvoient également au chapitre 2, les fanfreluches antidatées, qui sont elles aussi une inscription en vers énigmatique, comme l'énigme en prophétie. Donc, au début, à l'ouverture, on a le prologue et le chapitre 2, deux éléments qui renvoient tous les deux à un seul chapitre à la fin du livre. Donc on voit qu'il y a à la fois cette unité thématique, en même temps des écarts, un dédoublement, et d'une part, et que à l'harmonie en quelque sorte du Pantagruel s'oppose ce jeu, ces écarts du Gargantua. Néanmoins, donc c'est ce que j'ai essayé de vous représenter sur le petit tableau que je vous ai distribué. Néanmoins, à ce dispositif d'encadrement à la fois très visible et fait d'écarts et de dédoublements, se mêle toute une série de reprises lexicales que je vous ai mentionnées en gras entre les différents éléments de ce dispositif, le disin liminaire, le prologue, les premiers chapitres et la fin du livre. J'y reviendrai au cours de ma communication et donc je ne le lis pas pour l'instant. Donc, ce qui m'avait intéressé, c'est que ce dispositif d'encadrement est à la fois souligné par les reprises lexicales, par sa cohérence, et en même temps explicitement mouvant
ces éléments jouent au sens où le bois peut jouer, c'est-à-dire bougent, ne sont pas au même niveau, se répondent, mais parfois de façon contradictoire. Et c'est ce dispositif que j'aimerais étudier, décrire, tout simplement, et puis ensuite essayer de l'interpréter. Alors chacun des éléments de ce dispositif d'encadrement a fait l'objet de très nombreuses études. On ne compte plus les études du prologue, bien évidemment. Il y a eu plusieurs études savantes des fanfreluches antidatées, plusieurs analyses du chapitre 58. Bon, donc je m'appuierai sur ces différentes études, mon propos étant essentiellement d'essayer de comprendre ce dispositif et essayer d'en donner le sens. Alors pour cela, je procéderai de façon concentrique. D'abord, les deux interprétations fictionnalisées, donc le prologue et la fin du chapitre 58. Ensuite, les deux inscriptions versifiées, le chapitre 2 et le début du chapitre 58. Et ensuite, le contexte dans lequel s'inscrivent ces deux inscriptions, donc les deux premiers chapitres. Et puis, en fait, on verra qu'il faut prendre l'ensemble, pas tout à fait l'ensemble, mais les chapitres, disons, 53 à 58, à partir du moment de la construction de Thélème. Voilà, c'est un peu les temps que j'aimerais, les différents temps que j'aimerais voir avec vous. Alors, le premier temps, essayer de confronter, comme ça, de rapprocher le prologue et la discussion du chapitre 58 entre Gargantua et Frère Jean. Ils se répondent, non seulement parce que ce sont deux passages qui portent sur l'interprétation, mais aussi parce que ce sont deux passages problématiques. On le sait que le prologue est organisé en deux temps. Un premier temps qui construit un programme de lecture allégorique à partir de la métaphore du silène, et un deuxième temps, qu'on peut le dire diversement, mais qui est en tout cas plus problématique. Donc voilà, deux développements sur l'interprétation, deux développements problématiques, mais il me semble aussi deux développements qui se répondent, dans la mesure où le premier est centré, envisage l'interprétation à partir de l'émetteur, et ce qui convient au début d'un livre, et le deuxième, le chapitre 58, envisage l'interprétation à partir du récepteur, ce qui convient assez bien à la fin d'un livre. Alors, essayons de voir un petit peu comment les choses se répondent. Dans le prologue, après des débats parfois houleux, il me semble qu'on lit le deuxième temps. On lit le raisonnement du narrateur de la façon suivante, donc autour de ce deuxième temps qui problématise la lecture allégorique à partir de l'exemple d'Homère. Donc si vous croyez qu'Homère a placé un sens allégorique, vous n'êtes pas du même avis que moi, qui ne pense pas que les sens allégoriques trouvés par les commentateurs aient été envisagés par Homère. Si vous ne le croyez pas, mais pourquoi ne feriez-vous pas tout de même une lecture allégorique de mon texte, bien que je n'ai pas mis un sens allégorique, dans la mesure où j'ai écrit mon texte en buvant, et que, en buvant, sous l'inspiration bachique, eh bien, des éléments susceptibles d'être interprétés allégoriquement peuvent apparaître. Donc, disons que ce qui fonde le raisonnement, c'est d'ouvrir l'interprétation à partir d'une déresponsabilisation, d'une déresponsabilisation de l'auteur, de l'émetteur, qui n'a pas placé les sens que les lecteurs peuvent y trouver. C'est l'étape supplémentaire par rapport à la première partie du prologue. Alors, cela pose néanmoins un certain nombre de questions, dans la mesure où Homère est à la fois, dans un premier temps, présenté comme celui qui n'a pas placé de sens allégorique, et dans un deuxième temps, avancé comme celui qui justement a composé en buvant et donc aurait permis l'interprétation allégorique. Le lecteur qui va chercher un sens allégorique qui ne s'y trouve pas se trouve du coup dans la position de celui qui donnait un sens allégorique aux œuvres d'Homère que le narrateur critiquait. Donc il y a tout de même un grand nombre de tensions, mais il me semble que
le principal acquis de ce deuxième temps du prologue par rapport au premier, c'est de décharger en quelque sorte l'émetteur de la responsabilité du sens allégorique que peut trouver le lecteur. Et donc, on comprend la fin, interprétez tous mes faits et mes dits en la perfectissime partie, et à votre pouvoir tenez-moi toujours joyeux, dans la mesure où c'est précisément le lecteur qui va avoir la responsabilité d'interpréter, donc il va choisir, on lui propose de choisir la perfectissime partie, et c'est lui qui va pouvoir tenir joyeux l'auteur, dans la mesure où c'est lui qui, en donnant un sens perfectissime, va réjouir son auteur, et donc on comprend le « à votre pouvoir, tenez-moi toujours joyeux ». Donc l'image finale remplace, disons, l'ombre de l'intention de l'auteur par une relation amicale, mais néanmoins un petit peu, menaçante, entre un auteur qui demande à son lecteur de trouver un sens qui va le réjouir. C'est toute la fin, prononcée en gascon, vous savez, où le narrateur menace le lecteur au cas où il ne boirait pas à lui. Bon. Alors il me semble que voilà, ce premier temps peut être compris de cette façon-là. Le deuxième temps, donc les interprétations contradictoires de l'énigme en prophétie, envisage cette fois la question de l'interprétation du côté du récepteur, en proposant deux lectures opposées de cette énigme. Gargantua en faisant une lecture allégorique et spirituelle, eschatologique même, et Frère Jean en faisant une description, une analyse littérale, en y voyant la description donc d'une partie de jeu de paume. Alors comme l'a très bien montré André Tournon, le caractère à la fois fondé et incomplet des deux lectures construit le modèle de ce qu'il appelle une lecture en sens agile, invitant à chaque fois à passer du sens littéral au sens allégorique, et en faisant de la gaieté finale de Frère Jean, en quelque sorte, la distance sereine du parfait chrétien, qui passe comme ça d'un sens à l'autre, mais qui garde, pour lequel même la violence, reste fait partie du projet de Dieu. Alors, il me semble effectivement que on peut comprendre ce passage comme une réponse à la question soulevée dans le prologue. C'est un modèle de lecture pour parvenir à la perfectissime partie qui était présentée dans le prologue, mais peut-être qu'on peut voir les choses dans le détail, très légèrement différemment d'André Tournon. Donc pour André Tournon, ce qui faisait la complémentarité des deux lectures, c'est que Gargantua et Frère Jean ne s'appuyaient pas sur les mêmes passages du texte. Il y avait certains passages du texte qui ne renvoyaient qu'à un sens spirituel et d'autres à un sens historique, à un sens littéral, et que c'est ce qui fondait leur collégitimité. Mais il me semble que, en relisant le texte, l'ensemble du passage peut supporter la double lecture. Et notamment, il insiste en disant que les 10 derniers vers n'autorisent que l'interprétation eschatologique. Or, il me semble que les deux personnages glosent les derniers vers lorsque Gargantua les glose en bienheureux celui qui ne sera scandalisé, Frère Jean les glose en volontiers banquetelons mais plus joyeusement ceux qui ont gagné. Il semble bien que c'est bien les derniers vers. Et la variante de 1542 peut d'ailleurs se comprendre comme une façon de ménager cette double lecture. Parce que le premier état était effectivement plus difficile à lire comme la description d'un jeu de paume. Donc, à mes yeux, cette double lecture peut bien apparaître comme exclusive et non pas comme forcément, toutes les deux partielles. Et il me semble que le personnage de Frère Jean, là, a une force critique peut-être plus grande que celle que André Tournon le dit. Et il me semble que du coup, il y a vraiment deux modèles de lecture qui sont proposés, qui s'opposent comme ça à différents niveaux, et que c'est en retrouvant comme ça le dispositif d'encadrement qu'on peut éventuellement sortir de l'aporie. Alors, il y aurait comme ça deux modèles de lecture qui seraient proposés au dénouement. Le premier représentant, donc, qui construit une série d'oppositions. Donc Gargantua met plutôt en avant son émotion,
Là, il commence, Gargantua soupira profondément et dit à ses assistants, ce n'est de maintenant que les gens réduits à la créance évangélique sont persécutés. D'abord, il y a l'émotion, et ensuite, la mise en relation avec la réalité extralinguistique. Ce n'est de maintenant que les gens réduits. Voilà. Donc ce maintenant qui renvoie à la fois à l'univers de la fiction et en même temps à l'univers des lecteurs, puisque dans les années 1500, alors 33, 34, 35, eh bien, ce maintenant peut résonner également. Donc en termes d'outils de théorie de la lecture, cela correspond à peu près à ce qu'on appelle le lisant, c'est-à-dire celui qui transpose ce qu'il lit dans son univers référentiel, ou dans un univers référentiel en tout cas, et puis le sien, et qui en éprouve donc une émotion. En revanche, Frère Jean, lui, est beaucoup plus, sensible à la fabrication du texte. Il en identifie l'auteur, donc comme on le sait, Melun de Saint-Gelais, du moins si on en croit les derniers travaux, quand il dit le style est de Merlin le prophète, et le principe d'écriture de l'énigme, quand il dit que c'est la description d'un jeu de paume sous obscure parole. Donc il renvoie au mode de fabrication, ce qu'on appelle donc le lectant, le lecteur, qui est plutôt sensible au procédé littéraire mis en œuvre. Donc on a deux types de lecture qui vraiment s'opposent, et la lecture de Frère Jean, elle est, me semble-t-il, très transgressive, puisqu'elle consiste à faire disparaître toute l'élaboration rabelaisienne, c'est-à-dire l'ajout des deux vers au début et des 10 vers à la fin, et la recontextualisation du poème de Saint-Gelais dans son roman, en renvoyant finalement à son statut originel, c'est-à-dire l'énigme de Melun de Saint-Gelais. Finalement, oui, il y a une sorte de force critique très forte, et qui exhibe du coup tout le travail effectivement de Rabelais, qui a recontextualisé, ajouté des verbes. Et par conséquent, il me semble que cette fin comme ça de livre s'achève sur la mise en avant de la réversibilité du sens, de la possibilité à modifier les textes, à les interpréter différemment, et que ce n'est pas à cet endroit-là, ou du moins pas immédiatement, qu'on peut, associer ces deux lectures comme complémentaires. Il me semble que c'est plutôt le disin qui est donc à un autre niveau en termes d'architecture, qui associe l'ensemble du livre, à la fois prologue et chapitre 58, qui réunit les deux attitudes, puisque non seulement il reprend presque mot à mot certains propos tenus par Gargantua. Lorsque Gargantua interprète cette énigme en bienheureux et celui qui ne sera scandalisé sans par ses affections charnelles être distrait ni diverti, on retrouve les termes au début du disin. Dépouillez-vous de toute affection et le lisant ne vous scandalisez. Donc une sorte de légitimation de la lecture de Gargantua, et en même temps il se termine en mettant en avant le rire, la nécessité du rire, qui est le geste que faisait Frère Jean, qui en quelque sorte refusait ou dépassait la lecture émue et triste de Gargantua par une lecture joyeuse, remettant en cause les principes d'écriture. Bon. Donc il me semble que c'est plutôt le disin qui fait la synthèse en fait de ces deux attitudes opposées. C'est pas inintéressant que ce soit le disin, parce que le disin, c'est en quelque sorte la condition de possibilité de lecture de la lecture du livre. C'est l'état dans lequel doit être le lecteur pour lire convenablement le livre qui s'ouvre. Et donc, c'est comme si la fin du livre mettait en scène, à travers deux personnages, la réalisation des conditions de possibilité même de la lecture du livre. Et donc, il met en scène, en quelque sorte, une sorte de processus de transformation, d'élévation, qui appelle le lecteur à se transformer pour redevenir le lecteur idéal programmé par le texte. Et cela invite peut-être à réinterpréter les derniers mots de Frère Jean, qui décrit le moment qui suit la victoire au jeu de paume comme un moment où les joueurs vont changer de chemise et manger, se restaurer. Ce motif comme ça du changement de chemise revient dans les deux dénouements du Quart-Livre. Donc, vous savez qu'il y a deux états du Quart-Livre, en 1548 et en 1552, et dans les deux cas, cela se termine par un repas
pardon. Mais disons par un moment où un personnage change de chemise. En 1548, c'est après la tempête, les personnages vont changer de vêtements parce qu'ils sont mouillés et manger. Je vous lis le passage qui est en bas du document. Après les avoir reconnus, commanda chacun être muet de vêtements et toutes les munitions des naufs être en terre exposées, à ce que toutes les cornes fissent chair lit, ce que fut incontinuellement fait. Et à la fin de la version de 1552 du quart-livre, dans ce moment qui suit la peur de Panurge, eh bien, Pantagruel, pour le rassurer, invite à changer de chemise. Allez, dit Pantagruel, allez de par Dieu, vous étuvez, vous nettoyez, vous assurez, prendre chemise blanche et vous revêtir. Et donc, il me semble que, voilà, d'un point de vue de l'imaginaire de l'écriture, ce motif comme ça du changement de chemise peut représenter cette élévation, et que même la lecture littérale est apparemment très agressive et transgressive, refusant finalement toute la recontextualisation sémantique de l'énigme de Saint-Gelais, eh bien, peut se comprendre comme voilà, aussi un mouvement d'élévation, de synthèse entre les deux lectures, grâce au rire, grâce à la joie, grâce au repas qui va redonner des forces après l'épreuve. Et donc, voilà, premier encadrement. Disons, d'abord le prologue centré sur l'émetteur, le chapitre 58 centré sur les récepteurs, et qui construisent à eux deux une expérience de lecture qui est à la fois qui ne va pas chercher à retrouver le sens, l'intention de l'auteur, mais à construire en allant effectivement du sens littéral au sens figuré, du lectant au lisant, de l'émotion au rire, mais pour arriver à un rire final, eh bien, qui permet de répondre, enfin de construire l'interprétation appelée par le texte. Donc c'est un ensemble qui en fait explicite vraiment, donne les règles du jeu, comme dirait Alain Tournon, pour lire l'œuvre de Rabelais. Alors comment comprendre un dispositif aussi, une insistance telle sur l'interprétation et ses modalités, ses difficultés? Il me semble qu'on peut voir pour cela l'état de 1534 du Pantagruel, donc où il y a quelque chose qui est ajouté à la fin, après ce retour à la voie narrative, que je vous ai mis placé sous le petit tableau. Après être revenu donc à cette instance narrative, le narrateur poursuit, en s'adressant au lecteur, si vous me dites, maître, il semblerait que ne fussiez grandement sage de nous écrire ces balivernes et plaisantes moquettes, je vous réponds que vous ne l'êtes guère plus de vous amuser à les lire. Toutefois, si pour passe-temps joyeux les lisez, comme passant-temps les écrivait, vous et moi sommes plus dignes de pardon qu'un grand tas de sarabovites, cagots, escargots, hypocrites, cafards, frappards, bottineurs et autres telles sectes de gens qui se sont déguisés comme masques pour tromper le monde. Quant est de leur étude, elle est toute consumée à la lecture de livres pantagruéliques, non tant pour passer temps joyeusement que pour nuire à quelqu'un méchantement. Il me semble que c'est l'expérience peut-être des mauvaises lectures, des lectures malveillantes, des sortes d'intolérants religieux, qui va conduire Rabelais à expliciter la bonne lecture. Donc on aurait un premier état, Pantagruel 1532, où la question de la réception est moins envisagée. Pantagruel 1534, où l'expérience d'une mauvaise réception va conduire à valoriser la notion de passe-temps. Et ensuite, Gargantua, donc 1533, 34, 35, où là, la lecture elle-même va être explicitement modélisée dans le 10-1, le prologue et la fin du chapitre 58. Alors, l'émetteur, le récepteur, qu'est-ce qui manque? Le message. Eh bien, c'est très exactement sur le message, c'est-à-dire sur le texte, que vont se centrer les deux inscriptions qui sont insérées juste après, donc de façon concentrique, quand on lit le livre. En effet, pour aller plus loin dans le livre, donc pour passer du prologue à la suite, ou bien pour sortir du livre, donc pour aller de l'abbaye de Thélème à ce chapitre 58, il faut traverser des inscriptions en vers, donc qui représentent des textes, qui peuvent être compris comme
des métaphores ou des représentations du texte qu'on est en train de lire. Et donc, de façon tout à fait frappante, c'est le troisième élément donc, de la communication qui est ici représenté. Alors, ces deux textes, les fanfreluches antidotées et l'énigme en prophétie, s'inscrivent dans le livre de façon un peu déroutante. Elles sont insérées par un choix apparemment arbitraire du narrateur, qui a trouvé la première à la fin du livret contenant la généalogie de Gargantua, pour intégrer les Gargantua, et qui l'insère parce que l'énigme en prophétie, parce qu'elle a été trouvée sous les fondations de Thélème. Donc, comment lire ces deux textes? À la fois leur place, c'est-à-dire le fait que ce soit explicitement des textes placés aux extrémités des textes du livre en lui-même, nous invite à y voir des mises en abîme, c'est-à-dire des reflets soit de la diégèse, soit de l'énonciation, soit de la langue du livre, et en même temps, leur caractère complètement incongru, sans lien vraiment narratif avec ce qui les entoure, invite plutôt à les voir comme le collage d'éléments hétérogènes. Donc il y a une sorte d'hésitation, ce que Lucien d'Allenbach, dans son livre sur le récit spéculaire, appelle des mises en abîme généralisantes, c'est-à-dire qui ont un degré d'analogie assez faible avec le récit qu'ils sont censés refléter. Alors, il me semble qu'on peut les étudier dans cette double perspective, en allant un petit peu plus vite. Donc, d'une part, ce sont des inscriptions versifiées antiques. Et donc d'abord, si on les envisage comme mise en abîme, des inscriptions versifiées antiques et qui donnent une coloration un peu archaïsante à l'énonciation du narrateur, qui répond au titre jadis composé, n'est-ce pas, et qui, en quelque sorte, permet de marquer l'antériorité dans la narration de Gargantua par rapport au Pantagruel. Ce sont aussi des énigmes donc, qui doivent être déchiffrées, interprétées, et qui peuvent insister sur le fait que le livre qu'on va lire est une énigme qu'il va falloir déchiffrer. Et puis ce sont aussi des prophéties eschatologiques qui annoncent d'abord les catastrophes marquant la fin du monde, puis ensuite l'avènement d'une délivrance divine. Et ce fait est assez notable, c'est vraiment notable, puisqu'on sait que les fanfreluches antidatées sont composées par Rabelais à partir d'un texte de Saint-Gelais, ou du moins attribué à Saint-Gelais dans une publication de 1547. Or, Rabelais a réécrit cette source. Cette source était construite en 4 temps, l'arrivée de 3 personnages, et à la fin, une sorte de retour sur la difficulté du sens et sur le locuteur. Eh bien, Rabelais fait disparaître cette fin et lui ajoute une fin qui donne une dimension prophétique. Donc, il tenait à ce que le lecteur entre dans le livre par une prophétie et en sorte par une prophétie. Comme si Or, cela correspond en partie au récit, en partie, dans la mesure où on a effectivement, notamment à partir du chapitre 25, la guerre picrocolline, et ensuite la victoire de Gargantua et le don de Thélème. Et donc c'est comme si ça superposait sur sur ce récit une lecture comme ça, ou en tout cas un sens plus ou moins spirituel de révélation finale. Façon de donner une importance au dénouement, en quelque sorte, du récit. Alors, quitte à tomber dans les travers des pèlerins qui lisent leur destin dans un psaume, on peut même retrouver des points comme ça de convergence entre l'énigme en prophétie et différents moments du texte. Donc, les débats entre amis peuvent désigner les conflits entre Picrocolque et ses anciens amis, les mêlées, les différentes batailles à Seuillé, Guédeved, etc. L'autorité des hommes sans foi peut désigner Marquet, Touquedillon, le duc de Menueil, le comte Spadassin, etc. Le déluge, le Pissa de la jument de Gargantua qui a inondé toute une série d'ennemis. La récompense honnête, les dons des chapitres 51 et 52. Bon. Donc il y aurait comme ça une sorte d'écho plus ou moins analogique. Autre chose, Rabelais, dans ces deux textes, prend soin d'ajouter, dans les deux cas, une adresse au lecteur, donc c'est la dernière ligne de mon petit tableau, levez vos cœurs, tendez à ce repas, tous mes féaux, ou bien pauvres humains qui bonheur attendez, levez vos cœurs et mes dix entendez.
il projette donc sur cette révélation finale non seulement l'histoire qui est racontée, mais aussi la lecture et l'interprétation, comme si la fin était une sorte de double résolution à la fois de l'histoire et du sens. Donc voilà, une invitation à l'interprétation. Et en même temps, donc je glisse parce que il me reste peu de temps, ces textes sont des textes comiques. Je vous ai mis un exemple de réécriture, donc au verso de la page que j'ai distribuée. Dans la colonne de gauche, vous avez le texte de Saint-Gelais et à droite la réécriture de Rabelais. Vous voyez que c'est voilà, beaucoup plus comique, obscène et en même temps à des niveaux de sens plus complexes. Donc ce sont des textes drôles, ce sont des voilà, des différents genres, le coq à l'âne, la prophétie, l'énigme, qui renvoient à la fois à la réalité historique. Bon. Donc il me semble que voilà, la lecture strictement comme clé, enfin, les comprendre comme une indication à interpréter ne suffit pas, qu'on peut aussi les lire comme l'indication d'une hétérogénéité générique, d'une œuvre comique, voilà, des dangers de la prolifération. Et donc, au final, j'étais surtout sensible au fait que les deux inscriptions soient présentées comme des inscriptions trouvées dans une tombe. D'ailleurs, le premier tombeau, dans le chapitre 1, est assez énigmatique. De qui est-ce le tombeau? On nous dit qu'il est extrêmement long, sans mesure. Est-ce que c'est le tombeau d'un géant? Mais alors, quel géant aurait dans son tombeau une généalogie menant jusqu'à Pantagruel? Est-ce que c'est Pantagruel? Mais il ne peut pas être mort avant son père, donc bon. En tout cas, un tombeau, et ce tombeau nous permet d'accéder à un jeu, puisque lorsque on ouvre la partie sur laquelle il est marqué Hic Bibitur, on voit des bouteilles disposées comme des quilles. Et c'est la même chose d'une certaine manière pour l'énigme en prophétie, puisqu'il est trouvé dans un tombeau, sur une lame, donc qui désigne un tombeau, et en même temps peut être lu comme la description d'un jeu de paume. Et donc on peut aussi comprendre ce passage comme ça du tombeau, de l'écrit voilà, figé au jeu, comme une métaphore de la lecture, qui fait qu'à chaque lecture, le texte qui est voilà, figé sur la page devient un jeu, le jeu de l'interprétation. Alors ça c'est voilà, dans l'ensemble, mais ça fonctionne différemment dans les deux premiers chapitres et à la fin. Et alors là, très très rapidement, parce que je me suis laissé prendre par le temps, il me semble qu'on peut lire les chapitres 1 et 2 comme une sorte de second prologue, comme une deuxième mise en scène du narrateur, qui à nouveau revient sur son écriture, donc qui est à nouveau centré sur le récepteur, mais qui est en quelque sorte un prologue un peu dégradé, voilà, comique. Alors il y a la parodie du motif du manuscrit trouvé, je vous ai mis, comme cela a déjà été montré, l'un des intertextes possibles de Jean Lemaire de Belge, et comme sa réécriture finit par faire du narrateur un historiographe qui invente plutôt les choses plutôt qu'il ne les recueille. En effet, le texte est réduit à quelque chose d'indéchiffrable, presque rien, et l'intervention à une invention douteuse, puisqu'il recourt à la technique, à l'art dont on peut lire des lettres non apparentes, pour combler en fait une lacune physique, matérielle. Or, cet art était plutôt destiné à décrypter des codes, donc c'est tout à fait inadapté. Et donc ça permet plutôt de souligner à quel point l'auteur invente, écrit peut-être n'importe quoi. Également, le livre qui suit est intitulé Fanfreluche antidoté. Or, si ça semble redoubler en fait la vision du livre que propose le prologue, c'est-à-dire à la fois des billevesées, c'est le terme qu'utilise le narrateur et qui correspond à Fanfreluche, et pourvu de drogue à l'intérieur, et antidoté peut avoir le sens de pourvu d'antidote, eh bien, on voit bien que dans Gargantua, en tout cas, antidoté a un sens beaucoup plus comique. À chaque fois, il est employé pour désigner soit quelque chose soit quelqu'un qui est pris par l'alcool et qui donc va produire un texte voilà, qui laisse à désirer, soit une façon de se protéger, donc d'empêcher les maladies d'entrer. Donc on a plutôt l'impression que ça désigne un texte qu'on ne peut pas comprendre parce qu'il est antidoté et qui est le résultat de l'ivresse, d'une ivresse excessive. Bon.
si on regarde de fait l'écriture, comme cela a été souligné, on voit bien que le texte commence par des lettres manquantes, que sa première strophe se termine par une demande d'aide, une échelle, comme si on avait besoin de sortir de là, ou au moins de l'aide pour comprendre. Bon, je glisse sur d'autres éléments, mais il me semble qu'on peut... il me semble que finalement le comique de ces deux chapitres, c'est que le narrateur présente son intervention comme quelque chose qui a clarifié la situation. Il a reçu un texte illisible et il en a fait une transcription, et finalement il nous donne quelque chose qui est tout aussi incompréhensible que ce qu'il aurait peut-être retrouvé. Donc une sorte de double comique du prologue, comme si c'était le visage du silène. À l'inverse, la fin, donc le contexte dans lequel est insérée l'inscription du chapitre 58, est beaucoup plus... fonctionne différemment. Alors en fait, il y a une petite bizarrerie narrative, c'est que l'énigme en prophétie semble au premier regard, à la première lecture, être le lieu d'une métalepse, donc du franchissement d'une frontière de la fiction. En effet, à la fin du chapitre 57, le texte est présenté comme la transcription écrite que le narrateur adresse au lecteur. Je ne veux oublier vous décrire un énigme. Le vous, c'est vraiment les lecteurs, et donc décrire, on a l'impression qu'il va transcrire l'énigme. Au chapitre 58, la narration reprend, et en présentant cette fois le texte comme la transcription d'une lecture orale. La lecture de ces monuments parachevés, Gargantua soupira. Donc non seulement c'est une lecture orale, mais on est dans l'univers des personnages. Donc on est passé du plan énonciatif narrateur-lecteur au plan énonciatif des personnages, qui est vraiment un franchissement d'un niveau de la fiction. Donc, est-ce que il s'agirait d'une métalepse? Il me semble en fait qu'il s'agit plutôt d'une analepse après une ellipse. Je m'explique. Au chapitre 53, le moment où on commence à décrire le bâtiment de Thélème, on a d'abord 2 paragraphes dans notre édition qui décrivent les dons faits par Gargantua pour réaliser cette construction, et ensuite un paragraphe qui décrit la forme du bâtiment. Le bâtiment fut en figure hexagonale, etc. Donc finalement, le moment de la construction du bâtiment n'est jamais décrite. Il y a l'ellipse de ce moment de la construction. Or, dans la mesure où on nous dit que cette énigme en prophétie fut trouvée au fondement de l'abbaye, et que le fondement c'est les fondations, que les fondations sont ensuite inaccessibles une fois le bâtiment construit, on peut se dire que, en fait, ce chapitre 58 est une analepse, revient sur un moment qui a eu lieu dans la diégèse au début du chapitre 53. Comme si, finalement, le récit avait passé sous silence cette construction, qu'il le rappelait ostensiblement, comme s'il y avait une omission à rectifier, signaler un manque. Donc il y a en quelque sorte une double fin, une première fin qui est la description de Thélème et de la vie des Télémites, qui s'achève de fait par le motif de la fin, lorsque les personnages veulent sortir de l'abbaye, quand le temps venu était qu'aucun dissait l'abbaye, aucun voulut y sire hors, et puis une sorte de fin de conte de fées mentionnant l'amour conjugal pour les époux jusqu'à la fin de leur jour. Donc il y a une première fin, et puis une deuxième fin, qui est le chapitre 58, qui lui aussi motive la fin, puisqu'il y a un long développement sur la fin, soit des temps ou du jeu de paume. Alors comment comprendre le lien entre ces deux fins? Est-ce qu'on peut se dire que Thélème est l'accomplissement de l'avènement annoncé par la prophétie, puisqu'elle était au fondement, et de fait on nous dit que Thélème est le refuge et Bastille de ceux qui sont menacés, et donc cela pourrait se comprendre de cette façon-là. Est-ce qu'au contraire c'est une invitation à donner un sens plus problématique à Thélème, en appliquant à la construction cette double lecture qui était appliquée à l'énigme en prophétie, et à y voir justement les ambiguïtés. Est-ce un moyen de suggérer que c'est
que dans la mesure où cette double lecture est faite au moment de la construction, que c'est ça la construction de Thélème, que c'est cette lecture, et que le Thélème est le résultat d'une lecture en sens agile, qu'elle en est en quelque sorte l'accomplissement. Le fait que les télémites soient des lecteurs, hein, c'est bien précisé, il y a une bibliothèque, pourrait le suggérer. Est-ce qu'on pourrait aussi y voir une opposition entre deux types de sociabilité, la sociabilité de cours de Thélème et puis celle du jeu de paume, qui n'est, comme on l'a dit, pas un jeu comme les autres, qui est, comme Marie-Madeleine Fontaine l'a bien montré, un véritable modèle des échanges sociaux dont les règles sont destinées à contrôler les passions et à construire un espace d'un fair play permettant à la fois le plaisir des échanges, la découverte de l'autre et la montre de soi. Donc on aurait deux règles, en fait, les règles du jeu de paume et puis les règles de Thélème. Bon, il ne s'agit pas d'épuiser toutes les relations possibles, mais de bien voir que la contexte, enfin, comment dire, le cadre de cette deuxième inscription est très différent du premier. Le premier était surtout comique, là c'est beaucoup plus problématique. Et cela invite à faire de Thélème eh bien, une sorte d'associer ce chapitre 58 et sa double lecture à Thélème, d'établir une relation entre la lecture problématique et à faire en quelque sorte de Thélème et à son fait ce que voudra, à la mettre en relation avec la double lecture finale. Deux modèles de liberté. Bon, j'ai pris trop de temps, donc je m'arrête là, mais je voulais juste, pour terminer, donc revenir sur ce dispositif. Vous voyez au bas du verso de la feuille que j'ai distribuée, j'ai essayé de récapituler ça. Donc on a le prologue et la fin du chapitre 58 qui envisagent tous les deux la question de l'interprétation, mais soit du point de vue de l'émetteur, soit du point de vue du récepteur. Après, au centre, les deux inscriptions à partir de la question du message. Et ensuite, le chapitre 1 qui redouble le prologue, et puis les chapitres 53 à 57 qui redoublent le 58. Donc une disposition vraiment à la fois très voyante, et en même temps toujours fondée sur des oppositions, des décalages, qui me semble être le moyen de réaliser dans le texte cette liberté qui refuse les murailles, mais bon, dans l'interprétation. Je vous remercie.